On m'a pris je ne sais combien de fois pour une assistante, même comme députée et même comme première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc visiblement, il y a encore du chemin à faire. On a assumé politiquement de dire qu'on était une force politique révolutionnaire. Je ne suis pas députée pour être heureuse. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Clémence Guettet. Clémence Guettet, bonjour. Bonjour. Clémence Guettet, vous êtes députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Vous êtes l'une de celles qui a beaucoup travaillé sur le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle en 2017 et en 2022. Et vous avez été également l'une de celles qui a négocié l'accord électoral avec la gauche pour aboutir sur la NUPES, puis le nouveau Front populaire. Oui. On est ensemble aujourd'hui, Clémence Guettet, pour comprendre vos idées, votre parcours, savoir aussi ce qui se passe à la France Insoumise quand les caméras et les micros sont éteints, et comprendre aussi pourquoi Jean-Luc Mélenchon voit en vous peut-être un jour une éventuelle première ministre. Actuellement, vous êtes âgé de 34 ans. Moi, j'ai lu beaucoup de choses pour préparer cette rencontre et il y a deux éléments qui m'ont frappé dans votre jeunesse. D'abord, vous avez grandi dans un village dans les Deux-Sèvres avec un nom très bucolique qui s'appelle La Forêt-sur-Sèvre. J'ai regardé des photos, on se verrait très bien en vacances là-bas. Et puis, vous avez grandi avec une mère professeure d'anglais, un père au foyer, ce qui est très rare. Je me suis demandé comment on se construisait en tant que petite fille et adolescente avec un modèle familial assez éloigné de ce qu'on voit peut-être de façon plus classique. Je pense que, comme pour tout le monde, ma socialisation primaire, le modèle, le type de vie qu'ont choisi mes parents a eu beaucoup d'influence en effet. La première influence politique, je dirais que c'est quand même le rapport à l'écologie, parce que vous l'avez dit, j'ai grandi vraiment dans un endroit très rural. Là, vous avez cité le village. En réalité, j'habite encore plus au milieu des champs que ça, voilà. Ce qui, pour moi, était synonyme de beaucoup de liberté, parce qu'il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas tant de voisins que ça, etc. Et donc, beaucoup de liberté avec mon frère, mais aussi un rapport à la nature très fort, parce qu'on passait notre temps dehors. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et puis après, sur le choix de vie qu'ont fait mes parents, ça a eu des conséquences financières, puisque mon père était homme au foyer, donc il n'avait pas de salaire. Ça fait un style de vie plutôt modeste. Voilà, plutôt modeste. Mais ça je l'ai compris plus tard, avec un capital culturel qui était quand même relativement élevé. Les deux avaient fait des études d'anglais, mes parents, donc il y avait beaucoup de livres à la maison, enfin beaucoup d'objets culturels quand même dans notre vie quotidienne, mais un capital financier qui était modeste. Et je dirais que peut-être que je le suranalyse, vous savez, on suranalyse toujours un peu ce qui est à la source de nos engagements, etc. Mais je dirais qu'il y avait quand même des éléments constitutifs de deux engagements qui sont très importants pour moi, à savoir la question écologique, l'environnement, le cadre de vie de manière générale. Maintenant, j'habite dans un endroit très urbain, qui est complètement différent, mais aussi la question des inégalités, de la justice sociale, et le sentiment que les choses ne sont pas acquises, qu'il faut comment dire, faire en sorte que l'État soit protecteur pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de naître forcément dans un endroit avec une cuillère en argent dans la bouche. Vous diriez que vous avez été une personne politisée très jeune, dès l'adolescence par exemple ? Ou c'est venu un peu plus tard? Je pense que j'ai été politisée très jeune. Je me suis engagée dans un parti politique à 18 ans. Donc de fait, dès l'adolescence, je me sentais très politisée. Je suivais les mouvements étudiants, lycéens qui se passaient dans ma jeunesse à moi. Mais je pense qu'aussi à la maison, c'était une maison où on parlait politique, où c'était pas du tout un tabou, au contraire, c'était une famille de gauche, c'était pas une famille de militants, mes parents n'ont jamais eu d'engagement militant à proprement parler, mais on parlait politique, et je me souviens de Le Pen au second tour, alors même que j'étais relativement petite, donc je sais que... En 1991, donc Jean-Marie Le Pen c'est en 2002. Exactement. Voilà. Donc j'étais très jeune, mais je m'en souviens parce que les discussions politiques étaient très présentes. Celui que vous avez envie de suivre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il va quitter le PS en 2008. Vous le rejoignez 2 ans à peine plus tard avec le Parti de gauche, qui est un petit peu l'ancêtre de la France insoumise. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon, il est très peu connu. Qu'est-ce qui va vous donner envie de vous impliquer à ses côtés ? Eh bien, alors, après mon engagement bref, mais intense syndical, j'ai continué de chercher un endroit où militer. Donc, vous sentiez que c'était important pour vous d'avoir un endroit pour faire ça ? J'ai fait partie d'associations, diverses et variées d'ailleurs. Mais c'est pas la même chose. Une association, vous choisissez un sujet, par exemple, j'ai milité sur la question des prisons, sur la question des violences conjugales. Mais j'avais envie d'un engagement plus englobant que ça. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de vouloir participer à
à quelque chose, une dynamique qui propose un projet de société aux gens pour changer leur vie dans leur ensemble et non pas un engagement plus sectoriel, que je ne méprise pas du tout parce que je le trouve, y compris parfois peut-être plus efficace. Je vois les gens qui dédient leur vie à un engagement associatif. Bon, c'est y compris en termes de plaidoyer, vous pouvez être extrêmement précis et vous pouvez changer des choses. Mais moi, c'était pas ce dont j'avais envie. Et donc, j'ai continué de chercher. Et dans le paysage politique à cette époque-là, il y avait le Parti socialiste, l'extrême gauche, le NPA, Lutte ouvrière, et puis les Verts, mais c'était très petit à l'époque, et puis le Parti de gauche qui émergeait à ce moment-là, pour former ensuite le Front de gauche avec les communistes pour la présidentielle de 2012. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'ont résonné les choses qui étaient importantes pour moi, que ce soit la question de la justice sociale, que ce soit la question écologique. Et c'était très nouveau que le parti de gauche arrive avec une offre politique de gauche radicale, donc de rupture sur le plan social, mais aussi avec une pensée écologique. À une époque, on parlait beaucoup moins de réchauffement climatique. Exactement. Et c'était porté par Martine Billard, qui en était la coprésidente avec Jean-Luc Mélenchon, qui avait beaucoup réfléchi à l'écosocialisme. Et pour moi, c'était la première fois que j'entendais une doctrine politique qui articulait ces deux exigences au bon niveau. Comment est-ce qu'on se fait remarquer comme ça du patron d'un mouvement politique ? Je dirais que c'est pas lui qui m'a remarqué, déjà, parce que moi, j'étais pas à Paris. Donc, j'avais cet engagement local, mais c'est un parti avec une forme parti classique. Oui. Et donc, il y a des congrès de temps en temps, il y a des événements nationaux dans lesquels les militants partout en France montent parce qu'il y a une manifestation ou que sais-je. Et puis, il y a eu évidemment la campagne présidentielle où cette fois-ci, j'arrivais juste à Paris. Je suis arrivée à Paris en 2012. Et donc, de fait, ça a fonctionné comme ça fonctionne encore aujourd'hui à la France Insoumise, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de gens, beaucoup moins de militants. Oui. Mais quand vous aviez envie de prendre une tâche, une responsabilité, de faire quelque chose, vous aviez envie de faire quelque chose, on vous permettait de le faire. Et on vous permettait de le faire en débroussaillant avec vous ce sur quoi vous pourriez être à l'aise, quitte à tenter des choses, pour trouver une place où vous vous sentez bien, vous êtes utile, vous êtes efficace. Je dirais que, et c'est vraiment une chose importante pour moi, c'est que je pense que on est un bon dirigeant politique quand on fait confiance à des gens pour véritablement prendre des tâches et ne pas contrôler ou ne pas tenir à faire soi-même l'intégralité des choses. Sinon, de fait, vous créez votre propre plafond de verre dans une organisation politique. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon le fait excellemment, c'est-à-dire trouver des responsables. Il y a une mission sur le programme, il y a une mission sur le matériel militant, il y a une mission, etc., etc. Trouver des gens qui ont une appétence pour ça, qui ont envie de le faire, une disponibilité, qui eux-mêmes vont constituer leurs propres équipes après. Et moi, c'est comme ça que mon recrutement militant s'est opéré et je pense que c'est une bonne façon de le faire. Et justement, Jean-Luc Mélenchon, en 2017, il vous propose de travailler sur le programme présidentiel. Il y a eu des idées très fortes dans cette campagne. Il y a eu par exemple l'échelle de salaire à 1 à 20. Ça veut dire que si le SMIC est à 1 400 €, personne ne peut gagner plus de 20 fois le SMIC, donc ça fait 28 000 €, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Ouais. Il y a la retraite à 60 ans, il y a un montant maximum d'héritage. Ouais. Comment est-ce qu'on travaille sur un programme concrètement ? En fait, on rencontre des gens, on propose des idées à Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui tranche. Comment est-ce qu'on fait un programme présidentiel ? Eh bien, alors il y avait comme base quand même l'Humain d'abord, donc le programme du Front de gauche 2012, qui était donc notre programme avec les communistes et qui était déjà quand même une base de travail assez importante. Solide, ouais. C'était un petit bouquin déjà à l'époque, ils avaient été les seuls à le faire en 2012. Donc ça, c'était une base de travail conséquente. Et puis après, il y avait déjà des éléments doctrinaires un peu éparses, par exemple il y avait les cahiers de la défense, sur les questions de défense, il y avait des camarades qui avaient travaillé sur cette question, sur l'écosocialisme par exemple, il y avait des ouvrages qui avaient été écrits. Et donc la première chose, c'est de rassembler tout ça, c'est-à-dire ce qui constitue un corpus qui peut apparaître un peu éparpillé à un moment, de le rassembler. Et ensuite, ce qu'on a fait 2016-2017, c'est qu'on a fait des auditions avec toute une série de syndicalistes, experts, universitaires. Des syndicats, vous posez des questions. Exactement. Et on leur soumet, on va dire, notre base de travail. On a un échange. Et c'est ce que je vous disais à l'instant sur le travail associatif, permet ça, c'est-à-dire permet une connaissance très approfondie d'un sujet. Et donc, en fait, ils nous ont permis, nous,
de nous dire sur tel sujet, je ne sais pas, la pêche, n'importe quel sujet, mais la pêche, par exemple, voilà l'état des lieux de la surpêche, de la pêche industrielle, de ce qu'ont fait les responsables politiques précédents, les gouvernements précédents, les prescriptions européennes, état des lieux. Voilà ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que le stock de poissons puisse se renouveler davantage, pour faire en sorte que la pêche artisanale puisse permettre aux pêcheurs de vivre et non pas seulement les gros bateaux, etc. Et en fait, il nous donne des préconisations de propositions politiques. Et ensuite, mon rôle, parmi d'autres, c'était sur tous ces sujets, de faire en sorte que le projet soit cohérent, ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, on touche à énormément de sujets, et de proposer un projet d'ensemble. Et pour ça... Vous ne consultez pas du tout les militants quand vous faites ce programme? J'y arrive justement. Et pour ça, on était aidés par... Il y avait 40 équipes sur 40 sujets. Je vous donnais la pêche, par exemple. C'était pêche-mer, c'était une des équipes. Agriculture, c'était une autre. C'est pas exactement les mêmes enjeux. Et du coup, ce sont des groupes de travail qui sont ouverts à tous les militants de la France Insoumise. Il faut que ça vous intéresse, évidemment, de ce sujet-là. Et puis, c'est avec eux qu'on travaille, dans des cadres collectifs. Donc, c'est un processus qui est très long. Évidemment, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire un document de 100 pages ou de 50 pages en chambre, à 8, avec 8 responsables politiques. Ça se fait dans énormément de formations, ça continuera de se faire. Mais je pense que ce qui fait la force de notre programme, c'est justement ce caractère d'implémentation, en fait. On remet l'ouvrage sur le métier à différentes périodes. Et en fait, l'élaboration du programme, ça dure 2 ans et demi pour une présidentielle. Donc, c'est très long. Et à chaque fois, on arrive avec une base de travail qui est de plus en plus solide. Mais on travaille aussi dans d'autres dimensions. Parce que, par exemple, là, on parle du programme pour la présidentielle de 2017. Pour celle de 2022, on avait déjà une base extrêmement solide qu'il fallait évidemment remettre à jour. Mais en 2022, on a décidé d'approfondir la dimension de crédibilité gouvernementale de notre projet. Le procès en crédibilité, en manque de légitimité, il nous est tout le temps fait. Mais du coup, par exemple, on a ajouté des documents qui sont des plans d'action gouvernementaux qui permettent de détailler ce qu'on voudrait faire. Avec un chiffrage extrêmement précis. Avec un chiffrage aussi, voilà. Mais je pense qu'à chaque fois... on a toujours une plus-value de sérieux, de rigueur, etc. à apporter. Je dirais quand même que 2017, ça a été très novateur parce que c'était de loin le programme le plus détaillé et qui correspond à une exigence politique. C'est-à-dire, on dit aux gens, faites-nous confiance, voilà dans quelle direction on va aller. Et comme on sait qu'on n'aura jamais les médias ou le sens du vent de notre côté, c'est important pour nous d'être transparent, en fait, de dire exactement politiquement ce qu'on veut faire. Le résultat de la présidentielle de 2017, c'est que vous avez un groupe à l'Assemblée, 17 députés. Vous, à l'époque, vous avez 26 ans et vous devenez secrétaire général du groupe. C'est une fonction qu'on ne connaît pas du tout, mais concrètement, ça veut dire que vous coordonnez la vie du groupe. C'est vous qui décidez ce qu'on va voter sur tel et tel sujet. C'est vous qui validez les propositions de loi. Vous êtes beaucoup plus jeune que beaucoup de députés. Est-ce que c'est facile d'être un peu la chef, si vous me permettez l'expression, de députés parfois qui ont le double de votre âge? Des députés de mon groupe, en l'occurrence, non, ça n'a pas été difficile. Je dirais que le sentiment d'illégitimité que je pouvais avoir, c'était plutôt d'abord par rapport à l'institution. L'Assemblée nationale, c'est quand même un lieu impressionnant. Quand on n'a pas baigné dedans, ce qui était mon cas. Je n'avais jamais, ne serait-ce que visité l'Assemblée nationale avant d'y arriver comme secrétaire général de groupe. Ça n'est jamais comme ça que se faisait un parcours secrétaire général. C'était plutôt une fin de carrière pour quelqu'un... 5 ans, 60 ans, vous avez été souvent longtemps assistant parlementaire, collaborateur de groupe dans une commission encore plus importante, puis secrétaire général. Donc mes homologues, elles et ils avaient plutôt entre 50 et 65 ans. Et donc ils m'ont vu débarquer. Avec de la surprise? Avec beaucoup de surprises. Par ailleurs, il y avait 17 députés insoumis à rentrer. Jean-Luc Mélenchon, qui était quand même déjà une figure observée, importante. Nos députés qui refusent de mettre une cravate. Notre arrivée, c'était quand même un moment fort de la vie parlementaire. Et ça correspondait aussi à un renouvellement de l'institution, parce que les macronistes étaient quand même aussi, en moyenne quand même, plus jeunes, plus féminins, tout à fait, que les assemblées précédentes. Mais donc 2017, ça a été un choc un peu pour tout le monde. Pas que de notre fait, mais il est clair parmi les collaborateurs, moi j'avais un profil très particulier. Par ailleurs, je faisais de la recherche.
Pas du tout, je faisais pas du tout du droit parlementaire, je faisais pas du tout du publiques, management, parce que c'est ça, je gérais une équipe de 15 personnes, plus 100-200 attachés parlementaires pour les équipes des députés. Donc j'ai appris à faire au fur et à mesure. Voilà. L'une de vos tâches, c'est aussi d'encadrer certains électrons libres. Je pense par exemple à François Ruffin, qui à l'époque est député de la France Insoumise. Encadrer dans la mesure du possible. Faut se fixer des objectifs. Vous allez me dire, je vais vous montrer une séquence, vous allez me dire si c'est un objectif que vous étiez fixé ou si vous avez découvert ça un petit peu sur le coup. Je vous montre. Madame la ministre, vous êtes la ministre des Sports, mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité, de part de marché, d'attractivité, oui. avec un raisonnement de trader. Je voudrais vous en parler autrement, humainement. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. Franck Ernin en était le président et je l'avais rencontré à un repas de fin d'année à la salle des fêtes d'Eaucourt-sur-Somme. Vous voyez l'ambiance, je pense. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est comme une séquence qui a quelques années maintenant, en fait il y a une proposition de loi qui est discutée dans l'Assemblée nationale. Le but c'est de taxer les gros transferts de joueurs de foot pour essayer de trouver des financements pour les petits clubs amateurs. Exactement. Qui souvent sont tenus par des associations et qui n'ont souvent pas beaucoup de sous. Et vous avez prévenu François Ruffin avant de faire ça ou c'était la surprise du chef? Non, c'était la surprise du chef. Ok. Alors déjà, il y a quand même à dire une chose, c'est que de manière générale, on a assumé en 2017 et on continue de l'assumer le fait qu'on voulait bousculer cette institution parce qu'elle était très close quand même. Une ambiance très feutrée, très on peut dire, je pense. De notables. Et c'est pas insultant pour les gens que de dire ça, mais c'était un monde de notables, très peu féminin évidemment, et avec des codes et des usages extrêmement forts. Je pense que c'était la chose qu'on me disait le plus quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, les administrateurs, les autres groupes politiques, etc. Mais c'est les usages. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait parce qu'on a toujours fait. Et on a assumé politiquement de dire qu'on était une force politique révolutionnaire. Alors la révolution citoyenne, donc ça passe notamment par des moyens d'attirer l'attention des gens et de leur faire comprendre ce qui se joue politiquement. On sait par exemple que pendant le premier mandat, on a fait, et je pense qu'on n'y est pas étranger, augmenter le nombre de gens qui suivaient les séances en direct, le nombre de gens qui regardaient LCP, la chaîne parlementaire. Et donc, je pense qu'il y a eu un intérêt, une politisation pour la chose parlementaire qui est due notamment à des moments comme ça. Et quand Jean-Luc Mélenchon sort les courses pendant la... Ça, c'est après la baisse des APL de 5 €. Exactement. Et comme Jean-Luc Mélenchon veut montrer que 5 € c'est beaucoup d'argent, et on qu'on le voit, peut en fait, il acheter à allait manger. Faire des courses pour 5 € et on le voit sortir des pâtes, des pâtes, des sauces tomates. Et vous avez Édouard Philippe qui est très étonné et qui ne sait pas bien quoi dire. Exactement. Et donc ça, c'est pareil, ça bousculait les usages parce que les parlementaires ne faisaient pas ça. C'est quoi les usages de l'Assemblée? C'est avoir un costume, porter une cravate, s'exprimer très bien. C'est quoi pour vous les usages classiques d'un député quand vous... Mais c'est ça qui est magique dans les usages, c'est qu'en fait, ça fait écho à une socialisation partagée, bourgeoise, par les gens. Alors socialisation, c'est peut-être un mot un peu compliqué. Ça veut dire que ça correspond à une éducation qu'on a pu avoir quand on était plus jeune. Mais plus jeune, et puis jusqu'aux études supérieures, et puis jusqu'aux fonctions. Un tel est avocat dans le cabinet d'un tel, et l'autre est le médecin de famille de je ne sais qui. Vous savez comment vous habillez, comment vous comportez, dans des codes bourgeois. C'est des codes bourgeois que tous les parlementaires, sauf exception, quelques ouvriers sont devenus parlementaires du Parti communiste français, mais ce sont de rares exceptions. Sinon, c'était des codes qui étaient partagés par tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est implicite. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas que vous ne pourriez pas porter ce haut, par exemple, parce qu'il est trop coloré. Mais en fait, tout le monde le sait. Et donc, quand vous arrivez avec des gens qui ont été... Je pense à Caroline Fiat, qui était aide-soignante, qui a vécu son arrivée à l'Assemblée. Je ne veux pas parler à sa place, mais je sais qu'elle l'a dit comme quelque chose d'assez violent socialement. Des gens qui n'avaient pas fait... Elle expliquait qu'on l'avait pris pour une dame qui faisait le ménage à l'Assemblée. Bien sûr. Et puis moi, on m'a pris je ne sais combien de fois pour une assistante, même comme députée. Et même comme première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc bon, visiblement, il y a encore du chemin à faire. Voilà, c'est un monde d'implicite et d'implicite bourgeois. Et donc, on a assumé de vouloir casser ces codes-là.
On n'est pas les seuls à le faire désormais. Je pense qu'il y a encore, avec la nouvelle mandature, encore une féminisation, un changement de profil des gens. Mais ça reste quand même plutôt à la gauche de l'hémicycle. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous dites qu'on ne peut pas changer le système avec les codes du système. Il y a une penseuse féministe qui s'appelle Audre Lorde qui dit qu'on ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître. Donc vous assumez de dire, bah voilà, nous on a envie de changer le système. Et on n'a pas envie, pour changer le système, de faire comme les autres. C'est bien ça votre stratégie. Et c'est aussi montrer à des gens qu'ils sont légitimes à faire de la politique, à s'engager. Je pense que c'est extrêmement important que les jeunes filles puissent voir qu'il y a des femmes députées, des femmes qui occupent des fonctions importantes. Je pense que si des petites filles ou des jeunes filles noires ont vu Nadège Banbangoli présider l'Assemblée nationale, elle a été la première femme noire à présider l'Assemblée nationale en 2024, c'était l'année dernière. Je pense que ce sont potentiellement des vecteurs d'engagement, en tout cas de donner confiance sur des trajectoires qui sinon ont été beaucoup empêchées, trop empêchées. Et donc voilà, je pense que modestement, les uns les autres, on peut participer à ça. Et oui, on assume de dire aussi que nous, ce qu'on voudrait, c'est la 6e République, dans lequel il y aurait une Assemblée nationale, de toute façon, après l'Assemblée constituante, que ce rôle parlementaire il serait encore plus important, et que pour qu'il prenne tout son sens, il faut qu'il y ait une représentation à peu près équilibrée de la société, en niveau de diplôme, salaire, origine sociale, que sais-je, parité évidemment, parce que sinon on retourne dans une idée qui a longtemps perduré, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui savaient mieux que les autres, voilà, et qui pouvaient faire la loi pour les autres. C'est pas pour tout le monde. Voilà. Et quand on voit toujours parfois, y compris parfois, c'est arrivé récemment, je ne sais pas si c'était sur votre chaîne, mais quand je voyais un plateau de 5-6 messieurs discuter du congé menstruel, c'est pas les premières personnes concernées. En fait, on se dit, bon, pour être un bon représentant politique, il ne faut pas partager toutes les caractéristiques de chaque électeur. Ça n'aurait aucun sens de penser ça. Mais je pense qu'on fait de la politique aussi avec ce qu'on est. Et vous savez, quand je fais visiter l'Assemblée nationale à des classes, ce qui m'arrive souvent parce que j'aime beaucoup ça, donc on fait venir des classes de nos circonscriptions, et puis on explique l'institution, etc. Une des premières questions que les élèves et les étudiants posent, c'est quelles études il faut faire pour être député. Et vous leur répondez quoi ? Eh bien, qu'il n'y en a pas. Que justement c'est ça. Et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour que chacun se sente légitime à venir avec son parcours, ses expériences professionnelles, ses engagements et ses tripes, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait un bon représentant du peuple ou non. Je pense que c'est davantage la sincérité que la bonne école ou que sais-je, voilà. En 2022, ça est la nouvelle campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et vous, c'est le moment où vous explosez médiatiquement. Vous n'aviez jusqu'à présent jamais fait de plateau. Et puis, vous mettez en fer. Et là, on vous voit croiser le fer et ça se passe plutôt bien. Je voudrais vous montrer un extrait. Et je me permets quand même de rebondir sur ce qu'a dit madame en arrivant sur le plateau, si vous me le permettez. Ce que vous dites sur le chômage, même si vous le dites en boucle, c'est faux. Le nombre de personnes qui pointent à Pôle emploi, il augmente. Les chiffres que vous prenez, ce sont les catégories A. Vous excluez les catégories B et C. Il y a plus de gens qui vont au chômage. Et par ailleurs, votre réforme, il y a plus de gens qui pointent à Pôle emploi depuis cette année. Oui, je le conteste. Ce que vous dites, est faux. Depuis 13 ans. Je voudrais juste... Donc là, on vous voit débattre face à Maud Bréjon, qui va devenir après porte-parole du gouvernement. Vous disiez que vous n'aviez pas forcément les codes en arrivant à l'Assemblée. En 2022, quand on se met à faire des plateaux de télévision, est-ce que d'abord vous avez peur ? Est-ce que vous dites « mais je ne vais pas savoir quoi dire ?» C'est quand même assez effrayant. Un plateau de télévision, il y a des lumières partout, tout le monde vous regarde. Si vous racontez une bêtise, potentiellement vous faites une maladresse, ça va se retrouver sur les réseaux. Comment est-ce qu'on se prépare à cet exercice ? C'est peut-être aussi pour ça que certains ne veulent pas faire de politique. On se dit « mais on ne va pas être au niveau, jamais je vais réussir à savoir faire ça ». Comment est-ce qu'on se prépare à ça ? Bon, c'est des exercices. Et je pense que comme toute chose, il faut s'entraîner et on devient meilleur. Je pense que on apprend en faisant. Ouais, je pense que je sais mieux faire maintenant que je ne savais faire même à cette époque-là. Et puis je travaille beaucoup. Je prépare, quoi. Vous aimez bien faire ça ou à un moment c'était pas un plaisir? Non, j'aime pas vraiment ça. Vous n'aimez pas faire ça? Non. Vous forcez un peu? Ouais, je me force un peu parce que je trouve ça généralement assez frustrant.
Parce que du coup, je travaille beaucoup pour avoir des chiffres, pour être sûre de ce que je raconte, parce que comme vous le dites, c'est quand même une responsabilité. Et puis moi, je me sens porteuse de la parole de mon organisation. Je veux que les militants, ils se disent que je ne me suis pas plantée, que j'ai... Enfin, voilà. Et puis maintenant, je suis élue, donc je représente aussi les gens qui ont voté pour moi. Je trouve que c'est une sacrée responsabilité, donc je travaille, je prépare. Et le monde médiatique fait que le sujet peut être changé à la dernière minute, ou l'actualité qui tombe, voilà. Ça dure très peu de temps, en fait. Ça passe très très vite quand on voilà. est sur Et quand vous avez bien travaillé, en fait, vous êtes prêt à faire un plateau de 2 heures, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et donc, je trouve ça généralement assez frustrant. Donc voilà, je pense que on a une série d'excellents orateurs dans les médias à la France Insoumise. Je trouve en tout cas qu'on a beaucoup de femmes par rapport à d'autres formations politiques. Et beaucoup de gens, de manière générale, qui ont plutôt envie de le faire, qui ont plutôt une appétence, etc. Et donc, je trouve ça très bien qu'il y ait plein de gens différents qui le fassent. Et je ne suis pas nécessairement demandeuse de ne faire que ça de mes semaines, quoi. Je sais que parfois, vous faites des pauses médiatiques aussi. Il y a des moments où vous dites « je ne fais pas de plateau de télévision, je ne réponds pas aux journaux Ouais. ». C'est quoi? C'est un moment pour vous où vous récupérez un peu intérieurement? C'est un moment aussi, parfois, vous dites « oh là là, cette semaine-là, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai envie de me consacrer à d'autres dossiers ». Ah non, ça se compte en moi, ça se compte Ça pas se en compte en semaine. moi. Racontez-nous. Alors, pourquoi à un moment, on se dit à la plateau « c'est bon, ras la casquette ». Parce que je regarde mon chargé de presse qui n'est pas très loin de vous, qui doit peut-être vous dire parfois ça serait qui bien que vous en n'apprécie fassiez un pas peu plus quand forcément même. ce principe de pause médiatique, mais qui, je crois, le comprend. J'ai beaucoup de responsabilités. Je m'occupe du programme, je suis vice-présidente de l'Assemblée nationale, je m'occupe de l'Institut La Boétie, qui est notre fondation que je co-préside avec Jean-Luc Mélenchon, et encore d'autres choses, des choses qui ne se voient pas forcément, mais en circonscription, etc. J'estime que je ne peux pas tout faire, ou en tout cas pas tout faire aussi bien que ce que j'aimerais faire. Donc, d'abord, c'est des choix. Et donc, voilà. Et ensuite, il y a aussi le fait que j'estime que quand on est en campagne présidentielle, législative, je n'ai pas le choix. Il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut que sur tous les plateaux politiques, il y ait l'un d'entre nous qui porte la parole de la France Insoumise, notre programme, nos propositions, qui ne les laisse pas débiter des mensonges, qui viennent s'interposer, entre guillemets, et puis représenter les gens qui nous ont élus, qui nous font confiance, qui pensent comme nous, etc. Donc, pendant les campagnes, je me sens obligée de le faire. Et je pense que ça fait des périodes qui sont bien chargées médiatiquement. Et puis, il y a d'autres périodes de l'année où j'estime que j'ai autre chose à faire. Et donc, je fais des pauses. Est-ce que c'est aussi du temps pour vous, peut-être, pour avoir votre famille, prendre le temps de lire, de voir des amis, et se dire qu'on a aussi une vie en dehors de la politique, peut-être? J'aimerais que ça le soit davantage. Je continue de lire pas mal, mais généralement, du travail se remplace par du travail, quoi. Ok, c'est pas un temps où vous soufflez, vous pensez à vous. Non, pas réellement. Il y a pause dans pause médiatique, mais c'est pas une pause. Il y a juste médiatique, il n'y a pas vraiment pause, si je comprends ce que vous me dites. Voilà. On est en 2022, on le disait, vous commencez à faire des plateaux. C'est également une campagne à nouveau présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Le soir du premier tour, il n'arrive pas à aller au second tour, il fait 21,9%. Marine Le Pen a fait 23%. Certains se disent on aurait eu quelques jours de plus, ça passait, on y arrivait. Est-ce que c'est la douche froide pour vous le soir du premier tour? Moi, je fais ça. C'est difficile quand même un échec quand on a beaucoup travaillé. Oui, bien sûr, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas un échec pour nous, c'est un échec parce que faire une campagne politique, c'est générer de l'espoir chez des gens qui nous portent, qui veulent faire ça, qui veulent qu'on fasse ça, qui veulent faire ça avec nous. Et donc, la déception, c'est que vous passez 6 mois à ouvrir un champ des possibles qui est celui où vous seriez aux manettes et où vous pourriez appliquer un programme pour le pouvoir d'achat des gens, pour la bifurcation écologique, pour davantage de vie démocratique. Donc évidemment, tous autant qu'on est, je pense, quand on fait de la politique, c'est parce qu'on y croit fortement et parce qu'on voudrait avoir cette chance-là, cette opportunité-là. Et le soir d'une élection, c'est comme une fenêtre qui se referme. Moi, je fais plutôt partie des sceptiques par protection, on va dire. Donc, je garde la tête froide. Puis, j'ai fait plusieurs campagnes présidentielles. Donc, je pense qu'on s'habitue aussi un peu à cette pression qui augmente en fin de campagne.
Je me souviens de cette soirée parce que moi, pour le coup, j'étais en train de faire des médias et que j'étais pas avec mes camarades. Et je me souviens que les plus jeunes pouvaient même pleurer, ceux qui avaient fait très fortement la campagne. Bon, voilà, c'est un moment qui est humainement difficile. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on n'a pas le temps de gamberger des masses. Il faut repartir pour les législatives. Et c'est comme une seconde chance, les élections législatives, quand vous venez de perdre une présidentielle. Et la seconde chance, ça va être la NUPES. Vous allez faire partie de celles pour la France Insoumise qui vont négocier. Comment ça se passe concrètement quand on fait ces négociations? Est-ce que les écolos, les communistes, socialistes, ils arrivent avec une liste de candidats et puis une liste de circonscriptions en disant j'aimerais bien que Madame Michu elle soit dans tel territoire? Comment ça se passe concrètement? J'ai souvenir de pizza qu'on mange le soir à minuit parce qu'il faut aller très vite pour trouver des solutions et que chacun atterrisse quelque part. Comment on arrive à faire cet accord-là? Cet accord-là, on l'a fait en quelques semaines, c'est allé assez vite. D'abord, on le fait pour des raisons politiques, parce que, à nouveau, l'extrême droite était au second tour de l'élection présidentielle, et parce que chaque organisation politique fait des calculs, des projections, ce que va donner cette nouvelle assemblée, et qu'on se rend compte du nombre de députés d'extrême droite, potentiellement. Et puis nous, on fait aussi cette invitation aux autres forces de gauche, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait quasiment, donc vous l'avez dit, 22% à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo a fait 1,67. Jadot et les communistes, très peu aussi. Et donc nous, on fait une proposition qui est celle de l'union du nouveau Front populaire, de la NUPES, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, sur la base d'un programme de rupture, qui est celui qui a été plébiscité la veille par 22% des Français, celui qui a reçu le plus de 8 millions d'électeurs. Et c'est pour nous une condition politique à pouvoir faire ensemble. Parce que, évidemment, dans une compétition électorale, on s'affronte avec l'extrême droite, dont on combat de toutes nos forces le projet, avec le macronisme pour les dernières élections. Mais il y a évidemment aussi, quand on part séparément, un rapport de force qui s'opère à gauche. Parce que si on n'est pas dans la même organisation politique, c'est bien parce qu'on ne défend pas exactement la même chose. Et c'est bien normal, et c'est la vie démocratique. Mais du coup, voilà dans quel état d'esprit, on va dire, commencent les réunions et les négociations sur la NUPES, où nous, on était dans une forme de domination idéologique, au sens noble du terme, qui était reconnu par tout le monde. Parti socialiste qui arrivait et qui disait et qui faisait le bilan du mandat Hollande et toutes les erreurs qu'ils avaient faites. Ils étaient à ce moment-là dans une très grande posture d'humilité. Après 1,67 à l'élection présidentielle, ça aide à l'humilité. Donc voilà, on a des discussions qui sont ensuite des discussions exigeantes, à la fois sur les circonscriptions et à la fois sur le programme. Moi, je m'occupe toujours du programme, donc pas vraiment de la discussion sur Madame Michu, comme vous le disiez, mais il y a une sorte de discussion comme ça quand même. Et puis sur le programme, on prend sujet après sujet. Et on arrive à se mettre d'accord au fur et à mesure. Et on arrive à se mettre d'accord au fur et à mesure. Et ça dure longtemps. Et on dort pas beaucoup. Et on mange beaucoup de pizza. Voilà. Vous êtes élu en 2022 à Créteil, dans le Val-de-Marne. C'est une des grosses villes du Val-de-Marne. Vous faites quasiment 65%. C'est la préfecture, tout à fait. Vous faites quasiment 65%. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes député? Est-ce que vous dites, voilà, je vais gagner plus de 5 500 € par mois, je vais passer mon temps dans le 7e arrondissement, qui est un des quartiers les plus chics de France? Est-ce que vous dites, oh là là, il ne faut pas que je m'embourgeoise? Comment est-ce qu'on reste la chambre d'écho des préoccupations populaires quand soi-même, on fait partie des Français les plus riches? Comment on fait ça? Je pense que déjà, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'il y a les gens pour qui c'est la normalité. C'est-à-dire, il y a même des gens qui ont perdu du salaire en devenant député. Des gens qui vous disent que c'est difficile de devenir député parce que vous divisez votre salaire par 3 ou 4. Et je pense que c'est leur réalité. Voilà, ils devaient travailler dans le privé, très bien leur vie. Ils gagnaient énormément d'argent. C'était pas mon cas, évidemment. Pour moi, c'était dans l'autre sens. On se dit qu'il va falloir être attentif à soi-même. Je pense que moi, j'ai une attention à la justesse de mon engagement. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de pause médiatique. J'essaye de ne faire les choses que quand j'estime que c'est utile et que ça va servir à faire avancer notre projet politique. Parce qu'il y a l'embourgeoisement, il y a aussi la question des égos. C'est des milieux qui ne sont pas très équilibrés dans le rapport au monde qu'ils donnent. Vous êtes une figure publique, ce qui crée un rapport pas toujours évident avec les gens. Il
il y a un entre-soi, parce que vous passez énormément de temps à l'Assemblée nationale. Je rappelle que les séances, c'est 9h minuit, hein, enfin, c'est l'essentiel de notre vie. Et donc, il faut se mettre des garde-fous individuels et collectifs. Et comment on fait ça? Comment on garde les pieds sur terre? Quel garde-fou Eh on vit dans sa circonscription. Donc vous vivez à Créteil, vous? Non, j'ai 3 villes dans ma circonscription. Moi, je vis à Choisy-le-Roi. D'accord. On a une vie qui est la plus normale possible. On y passe du temps, on écoute les gens. Je sais pas. Vous y arrivez, vous avez l'impression? Oui, moi j'ai l'impression. Je pense que j'ai pas grandi dans ce milieu-là. Et donc, en fait, il m'est pas ordinaire, quoi. Il y a des choses tous les jours qui me paraissent étranges, qui me paraissent trop, qui me paraissent déplacées, etc. Donc, je pense que, voilà, il faut quand même continuer d'être attentif parce que vous savez, ça dure, c'est confortable, vous pouvez vous habituer à des choses. La forme du siège de l'Assemblée, ouais, je pense que pour l'instant, j'en suis pas là, mais oui, je pense que c'est important d'être vigilant et puis d'avoir une vie. Moi, mes amis font pas de politique, donc ils n'ont pas non plus ce niveau de vie qui est associé à ça. Vous voyez encore vos amis d'enfance, par exemple? Je vois encore mes amis d'enfance, tout à fait. Ma meilleure amie, je l'ai depuis la primaire. Mon frère, il vit dans les Deux-Sèvres. Mes amis ne font pas de politique. Donc, j'ai aussi un entourage qui est sain, qui me parle d'autres choses, qui n'est pas du tout centré sur ce que je fais. Et je pense que c'est un rapport normal, en fait, à la politique. Voilà. Donc, voilà, je fais attention de différentes façons. Ce que je trouve intéressant, quand vous arrivez à l'Assemblée en 2022, très vite, ça va être le sujet de la réforme des retraites, puisque le gouvernement veut faire passer la retraite de 62 ans à 64 ans. Et de la même façon que vous l'avez fait en 2017, vous choisissez une stratégie de clivage. Je voudrais vous montrer une photo. Est-ce que vous vous rappelez de cette affaire? Bien sûr. Voilà, donc on voit le député. Je ne sais pas si vous voulez décrire la photo, peut-être à ma place. C'est Thomas Porte qui a le pied sur un ballon sur lequel il y a la tête d'Olivier Dussopt qui a donc porté la réforme des retraites. Voilà, qui était ministre du Travail à l'époque. Et donc c'est Thomas Porte qui a une manifestation de mémoire avec des inspecteurs du travail. Exactement. Cette image, elle a beaucoup choqué. Qui ont organisé ce happening. Organisé voilà, cette petite manifestation. Cette image, elle a beaucoup choqué à l'époque. Moi, j'ai des souvenirs aussi de vous en train de chanter un chant de Gilets jaunes. On est là dans l'hémicycle. Et il y a le Brune-Pivet qui vous dit « mais c'est pas possible ». On a été sanctionnés d'ailleurs. Vous avez été sanctionnés pour ça. Il y a aussi eu beaucoup de tensions avec le Parti socialiste à l'époque qui vous dit « nous, on n'a pas du tout envie de mener la lutte contre la réforme des retraites de cette façon-là ». Est-ce qu'à un moment, vous vous dites... C'est marrant parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus du tout envie de mener la lutte contre la réforme. On va en parler après si vous voulez. Peut-être qu'on commence sur la forme et qu'on arrive rapidement au fond. Mais non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez cette stratégie-là toujours de continuer à cliver sur la réforme des retraites en disant c'est une réforme qui va être violente. Nous, on assume d'avoir des outils qui ne sont pas forcément les outils classiques de la politique. Vous avez les socialistes qui sont peut-être sûrement dans une culture plus gestionnaire, une culture plus gouvernementales qui ont du mal avec votre stratégie pendant la réforme des retraites. Est-ce que très vite vous vous dites en fait on n'est pas dans le même monde, on n'a pas envie des mêmes choses, la NUPES ça ne va pas fonctionner? Est-ce que vous actez l'impossibilité que les socialistes et la France insoumise, vous n'entendez pas, là je prends l'exemple de la réforme des retraites, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres. On imagine mal Olivier Faure avec Olivier Dussopt sous son pied, d'autant moins que c'est un ancien socialiste, mais oui, c'est le genre de scène qu'on a du mal à imaginer. C'est une photo et un ballon de foot. C'est une photo de ballon de foot, vous avez tout à fait raison. Mais en fait, la première chose quand même, c'est quand même les indignations à géométrie variable. Enfin, moi, ça me paraît dingue, quoi. Qu'est-ce qui vous paraît dingue? Qu'on soit choqué par ça et pas par le fait qu'il y ait des gens qui vont travailler 2 ans de plus et qui vont y mourir. Difficile. Et qui vont y mourir, en fait. 1/4 des gens qui gagnent le moins dans notre pays sont morts avant 62 ans. Pas par hasard de la vie. C'est une statistique du fait des conditions de dureté de leur travail, de pénibilité tout au long de leur vie. La plupart des gens qui se sont émus pour ce ballon de foot ne connaîtront jamais ça de leur vie. Ils ne feront pas partie de cette statistique-là, ni leurs proches d'ailleurs, parce que ce n'est pas leur milieu social. Et donc moi, je trouve que c'est indécent, en fait, de s'émouvoir du fait qu'on chante dans l'hémicycle, qu'on chante un chant populaire qui a été celui des Gilets jaunes, donc de la plus grosse mobilisation populaire des dernières années, et de parfois lever les yeux au ciel quand nous on arrive et qu'on dit imaginons j'ai rencontré quelqu'un dans ma circonscription, voilà le métier qu'il exerce, voilà pourquoi c'est pénible, voilà pourquoi c'est pas possible d'aller jusqu'à 62 ou 64 ans. Est-ce que vous pouvez quand même comprendre que pour Olivier Dussopt, à l'époque, qui est ministre du Travail, ça peut être violent pour lui. Lui, il a dit ça rappelle certaines images. Alors, il ne parle pas de la guillotine, mais on comprend quand il le dit que c'est ça qu'il a en tête. Et ce que vous dites, c'est vrai que pour lui, peut-être que ça a été
difficiles et que c'est des images qui ne sont pas forcément agréables à regarder pour lui. Est-ce que ça, vous pouvez l'entendre? En fait, je pense que tu as de la violence physique. Je pense vraiment qu'il faut relativiser. Il n'y a aucune incitation à de la violence physique. C'est des inspecteurs du travail. C'est un propos de manif qui aurait dû rester dans une manif. Mais, c'est un geste de manif. Mais bien sûr, et en fait, c'est aussi une tradition populaire, en fait. Les marionnettes, les chamboule-tout, les représentations, les pancartes. Bon, et ben encore une fois, ils n'y vont pas, donc ils ne savent pas que ça se passe comme ça. Mais c'est une tradition populaire. Mais je veux dire, c'est le carnaval dans notre pays. Ça a toujours été. Les milieux populaires utilisent des représentations, des artefacts pour symboliser et pour personnifier parfois la violence sociale qui est reçue et la façon dont on lutte contre. Mais je veux dire, pour moi, c'est le b.a.-ba de comment on se mobilise, comment on s'oppose. Et il faut bien se dire aussi que la démocratie, le Parlement, c'est une façon de canaliser la violence pour en faire de la violence politique, à proprement parler, et éviter que ce soit de la violence physique, justement. Le fait d'avoir réprimé de plus en plus durement les mouvements sociaux, les mobilisations populaires, jusqu'à aujourd'hui, empêcher que des gens qui brandissent le drapeau de la Palestine puissent manifester, leur arracher violemment, mettre tout le monde en garde à vue quand les gens font des manifestations. Tout ce fait de vouloir museler par la force et la répression les mobilisations populaires, ça fait augmenter le niveau de tension dans notre pays. Juste pour bien comprendre ce que vous nous dites qu'on est dans un moment politique aujourd'hui en France où c'est de plus en plus compliqué de manifester pacifiquement et qu'on a peut-être aussi un monde du travail de plus en plus violent. Non, mais pacifiquement, c'est facile, mais sans se faire nasser, réprimer, gazer, oui, c'est difficile. On sait que le maintien de l'ordre a beaucoup changé ces dernières années en France. Ouais. Et vous dites toute cette violence-là aujourd'hui, elle s'exprime d'une certaine façon à l'Assemblée, elle par est des symboles. Par les symboles que vous prenez. Bien sûr. Et c'est en comprenant que peut-être ça puisse faire de la peine aux personnes visées. Ça, vous pouvez l'entendre, vous, peut-être? Ou pas forcément? Franchement, non, je ne peux pas l'entendre, en fait. Non. Vous êtes dans votre ministère, payé je ne sais combien par mois. Après le ministère, vous allez faire autre chose. Jamais vous retrouvez sans emploi. Vous avez toute la sécurité du monde. Vous ne ferez jamais partie des statistiques dont je parlais. Et il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans le pays qui vont mourir, être très malades, connaître des situations de chômage, avoir des maladies chroniques, genre de l'arthrose, des tendinites. Ils vont souffrir au quotidien. Et les plateaux des chaînes d'infos en continu sont mobilisés sur le ballon de foot sur lesquels il y avait votre tête. Non, je ne comprends pas. Voilà. Est-ce que vous vous dites quand même, on sait qu'il y a eu il y a une hausse des agressions des élus locaux en France qui sont variables pour plein de motifs, mais est-ce que vous vous dites parfois peut-être que quand on a des discours très durs à l'Assemblée, ça peut aussi peut-être susciter peut-être des échanges plus vifs entre des élus locaux et leurs administrés? Comment vous sentez les choses, vous? Moi, je pense qu'il est clair qu'on a toujours apporté notre solidarité à tous les élus qui étaient violents, qui étaient victimes de violences, qu'elles soient physiques ou même verbales, que ce soit à l'Assemblée nationale d'ailleurs, pour les gens qui reçoivent des menaces, qui ne sont pas toujours de notre bord politique, mais il y a toujours une expression systématique de la part de la France insoumise pour dire « ça n'a pas sa place ». Mais justement, il faut pouvoir exprimer cette adversité de façon politique. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ce que je crois, moi, c'est que les élus locaux, ils sont en première ligne de la colère des gens. Et donc, en effet, les agressions ont augmenté et elles sont parfaitement inacceptables. Je pense qu'on a un gros problème, notamment de financement des collectivités. Et que, de fait, quand des services publics locaux disparaissent, quand il y a moins d'humains, de gens de proximité, accessibles, qui peuvent vous aider à accéder à vos droits, qui peuvent vous aider à accéder à des services publics qui devraient être assurés par l'État, eh ben, ce sont les élus locaux qui sont à disposition, on va dire, des gens pour avoir ces échanges, et qui parfois, en effet, dégénèrent, et je le redis une troisième fois, qui sont inacceptables. Mais du coup, je pense que c'est la responsabilité de l'État. Et moi, je vois un lien très direct entre des budgets austéritaires qu'on vote tous les ans, c'était moins 40, moins 50 milliards l'année dernière, dont moins, je ne sais plus combien, mais plus de 10 milliards pour les collectivités locales. Ça va être rebelote dans le budget qui nous est annoncé par Bayrou à l'automne prochain. Et donc, de fait, ça crée une tension énorme sur le terrain pour les élus. Et donc, moi, je pense que notre responsabilité, notamment pour faire baisser ce niveau de tension, c'est en fait mener une autre politique. En résumé, pour vous, vous assumez tout à fait cette stratégie du clivage qui a été notamment théorisée par Chantal Mouffe. Vous dites, on assume de travailler comme ça. Vous faites un lien dans votre question entre nous, je remonte le fil de votre question et la façon dont vous me l'avez posée. Ballon de foot, Thomas Porte, réforme des retraites, chant des gilets jaunes, on arrive à des élus locaux sont agressés.
Je ne fais pas de lien entre les deux. Vous le faites peut-être? Non, je ne fais pas de lien. Mais je vous demande pour si moi, c'est c'est deux problèmes différents. Certains gestes. Je pense qu'il y a un consensus de la Macronie jusqu'à l'extrême droite pour dire que le bruit et la fureur, le clivage de la France insoumise, les coups d'éclat de la France insoumise, tout ça et déshonore la fonction et ajoute de la violence, un niveau de tension dans notre pays. Ben moi, je crois que c'est pas à ça qu'est due la violence et la tension dans notre pays. Je crois au contraire que les gens parfois se disent « Ah ben ils l'ont fait ». Ah ben Delogu a brandi le drapeau palestinien alors qu'il y a un génocide qui est en cours. Ils se sont exprimés à la tribune pour dire que c'était inacceptable, la réforme des retraites, les coupes sur le pouvoir d'achat. Voilà. Je pense que la politique doit être un exutoire et que de cette façon-là, on remplit parfaitement notre rôle. Dernier élément, je voudrais vraiment relativiser la situation actuelle, que ce soit le ballon de foot ou autre chose. Vous lisez des comptes rendus parlementaires, vous dites que c'est pas nouveau. Mais même sans remonter très loin, vous voyez Christiane Taubira, il y avait des bagarres, par exemple. Mais il y avait des bagarres. Il y a eu des choses très très violentes pendant le mariage pour tous, on l'a probablement oublié. Ils se provoquaient en duel pour aller se battre à l'épée. Donc on s'est déshabitué de ça, vous pensez? C'est pour ça qu'aujourd'hui certaines images peuvent un petit peu heurter. En effet, je pense que dans la symbolique, il y a peut-être eu un polissage, un vernissage bourgeois qui s'est répandu, qui n'est pas moins violent, hein, je le redis toujours, c'est une violence sociale extrême qui peut être délivrée vraiment de la façon dont il faut le faire, avec les bons mots, etc. Ultra-violence, mais camouflée sur la forme. Et nous, on assume d'avoir des codes qui sont des codes populaires de dénonciation des politiques menées. Est-ce que vous diriez que ces codes de ces codes de dénonciation, est-ce que vous diriez qu'ils peuvent aussi infuser dans la culture du mouvement? Il y a eu ce livre qui a fait beaucoup de bruit, La Meute. Ce livre, il décrit un fonctionnement assez violent du mouvement. Est-ce que vous dites que tout est faux dans ce livre et qu'on peut adopter des codes où on explique qu'on n'est pas content et reprendre des symboliques populaires très fortes, ce que vous disiez, et en même temps être dans un mouvement où on arrive à se dire les choses posément? Est-ce que vous dites que tout est faux dans ce livre, où il y a quand même des choses où vous dites c'est vrai que peut-être, parfois, on a pu avoir des discussions entre nous, peut-être un peu violentes? Je n'ai pas lu ce livre. D'accord. Je ne compte pas le faire. Je l'ai lu en diagonale pour des passages seulement. Donc, je ne peux pas vous en donner la tonalité, le compte-rendu précis. Ce que je sais des gens qui l'ont lu précisément, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été rapportés. On a dénoncé aussi dans ce livre la méthode journalistique. C'est-à-dire que la moindre des choses quand vous parlez des gens, c'est de les interroger pour leur permettre de donner cette version. Ça n'a pas été le cas pour la majorité des gens qui sont interrogés dans ce livre, qui n'ont pas pu répondre. Donc, je n'ai pas vraiment envie de rebondir sur ce livre. Les auteurs ont cherché sans doute à faire vendre un bouquin. Voilà. Pour moi, c'est un épiphénomène. Ce que vous dites, par contre, c'est en gros, est-ce que ces codes visibles vers l'extérieur sont aussi ceux qu'on adopte en interne, en gros. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'assumer, de reprendre des traditions populaires, des pancartes, etc., toute cette réflexion-là, elle est très importante pour nous en interne, y compris dans qui peut participer au mouvement de la France insoumise. Il ne faut pas avoir un bac plus je ne sais combien. Si vous êtes militant, vous arrivez, vous êtes sincère, vous avez envie de venir avec vos convictions, vous pouvez le faire comme ça. C'est aussi la différence entre la forme parti, la forme mouvement qui permet l'adhésion beaucoup plus simple et libre. Ensuite, sur la façon dont on fonctionne en interne, elle est, je pense, vraiment très éloignée des caricatures qui ont été faites sur la France insoumise. Par exemple, pour ne prendre qu'un des reproches qui nous est traditionnellement adressé sur la question de la démocratie interne, on a une façon de fonctionner. On avait encore, il y a une semaine, une assemblée représentative de la France insoumise. Il y en a une tous les 6 mois. Il y a eu un vote sur la plateforme par les insoumis. Ce que je comprends dans cette critique qui peut nous être faite, c'est qu'on ne reprend pas les formes traditionnelles qui sont celles d'un parti, c'est-à-dire les congrès, les votes de motion, etc. Mais pour ceux que ça fait rêver de voir des fédérations socialistes compter, recompter les votes pendant des nuits jusqu'à ce que ça arrive au bon résultat, s'opposer dans des motions avec des gens qui se rassemblent alors qu'ils n'ont aucun point commun politique, pour ceux que ça fait rêver, il y a de la place au Parti socialiste. Nous, non, on ne fait pas ça. Il n'y a peut-être pas de congrès chez vous, mais quand on regarde ce qui s'est passé aux législatives, les dernières législatives, une Raquel Garrido, une Alexis Corbière, une Danielle Simonet, c'est quand même des gens qui ont été très importants à un moment pour Jean-Luc Mélenchon.
avec qui vous-même vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains aient trouvé violent qu'on ne les ait même pas prévenus qu'ils ne seraient pas investis par la France insoumise? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, si ces gens-là sont exclus, bah moi, peut-être que ça m'arrivera aussi un jour. Est-ce qu'on peut militer sereinement avec cette épée de Damoclès-là au-dessus de la tête? Bon, d'abord, on a assumé de dire que les investitures ne sont pas valables à vie. Et je continue de le dire. Voilà. Je pense que ça fait partie du fonctionnement d'un mouvement aussi que d'éviter peut-être des baronnies locales, d'autres choses qui se sont connues dans d'autres organisations partisanes qui ne sont pas forcément ultra vertueuses à mon avis. La deuxième chose sur le cas précis des personnes dont vous parlez, c'est que les élections ont eu lieu en juin et que le 21 mai 2024, ils avaient créé une association, l'Après, qui est aujourd'hui leur parti. Donc ils avaient créé cette association politique avant que ne soient rendues publiques les désinvestitures. En réalité, ils savaient très bien qu'ils ne seraient pas réinvestis par la France insoumise parce qu'ils étaient en train de construire une autre organisation. Vous comprenez politique. que pas passer un coup de fil par un texto dans une entreprise quand vous êtes licencié, normalement vous avez un préavis, etc. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est ce que explique. Mais ils ont été prévenus. Par ailleurs, ils le savaient très bien. Ils étaient en train de construire une autre organisation politique. Et franchement... Donc pour eux, ils mentent. Là, nous, on a eu une... Ça m'intéresse pas. Je vais être très honnête avec vous, ça m'intéresse pas du tout. Je voudrais revenir un instant sur Gaza. Je ne vais pas revenir sur tous les épisodes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais vous, le soir du 7 octobre, quand il y a eu ces attaques du Hamas contre Israël, d'abord, qu'est-ce que vous dites? Et est-ce que très vite, vous pressentez que ça va être un sujet important pour la France insoumise? Bien sûr, ça va être un sujet important pour tout le monde. Et on le sait, je pense, toutes et tous, pour celles et ceux qui connaissent l'histoire au Proche et au Moyen-Orient. La colonisation à Gaza, dans les territoires palestiniens, n'a pas commencé le 7 octobre. Nous, c'était la Palestine. C'est un sujet de militantisme chez beaucoup de militants de la France insoumise depuis des dizaines d'années maintenant. Donc évidemment, on sait que c'est une reprise intense, on va dire, du conflit dans sa forme la plus brutale, avec des bombardements. Et puis évidemment, il y a le traumatisme de cette journée-là, avec des centaines de personnes qui ont été tuées brutalement par le Hamas. Il y a tout de suite des images. Enfin, je pense qu'on est tous dans un état de choc, mais aussi comme responsable politique, de se dire qu'il faut précisément entrevoir tout de suite ce qui va se passer après, et qui se passe depuis maintenant plus de 20 mois, malheureusement. C'est l'attaque du gouvernement de Netanyahou, sur la bande de désormais quasiment chaque nuit, le blocus de l'aide humanitaire, le fait qu'il y a plus de 10 000 enfants qui sont menacés très concrètement de famine dans les mois à venir, une population affamée, enfermée, chassée, les gens sont déplacés. Depuis 20 mois maintenant, c'est l'horreur dans la bande de Gaza. Vous décidez d'en faire un thème central dans la campagne des Européennes. Dans votre programme, il y a quasiment une cinquantaine de thèmes, mais c'est ce thème-là dont vous allez beaucoup parler. Pourquoi vous décidez de mettre autant l'accent là-dessus? On aurait pu parler aussi du climat, qui est une compétence importante pour l'Union européenne, du pouvoir d'achat, il y a beaucoup de sujets. On en a parlé aussi. Mais c'est surtout la bande de Gaza qu'on a retenue. C'est ce que vous avez retenu. Ouais. Vous diriez que les sujets ont été beaucoup plus divers? Manon Aubry a fait, je pense, des dizaines et des dizaines de débats sur absolument tous les sujets pendant cette campagne européenne. Agriculture, la PAC étant une énorme compétence, l'industrie, Rima Hassan, par exemple, le pouvoir d'achat, etc., etc. Mais cette campagne, elle a été une campagne complète. Après, pourquoi avoir autant parlé de Gaza? Parce qu'il y a un génocide, en fait. Notamment Rima Hassan, qui est maintenant députée européenne, et j'en suis très fière. Elle est franco-palestinienne, et elle a rejoint notre mouvement, particulièrement pour porter ce sujet. Et encore une fois, c'est une grande fierté parce qu'elle le fait avec son histoire personnelle, elle le fait avec une très grande force. Elle est juriste en droit international, ce sont des sujets qu'elle maîtrise à la perfection. Et donc on parle de ce sujet et on continuera d'en parler. Je vais vous dire, à nos yeux, pas assez en fait. Pas assez parce que il y a eu... J'ai le sentiment que ça se retourne un peu avec la position du gouvernement et de Macron qui a évolué, qui a dit lui-même qu'il fallait reconnaître la Palestine, même s'il ne l'a pas encore fait. Qui appelle à des sanctions économiques de la part de l'Union européenne. Voilà, le ministre qui a parlé de la rupture de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. J'ai porté une résolution à ce sujet la semaine dernière, elle a été rejetée par les macronistes. Mais toujours est-il que dans le gouvernement,
pendant des mois et des mois, la position officielle, ça a été le soutien inconditionnel à Israël, alors qu'on voyait que, y compris l'alignement des intérêts américains, et que tout ça serait meurtrier au plus haut point. Enfin, je veux dire, on sous-estime encore les morts à Gaza parce qu'ils sont enfouis sous les décombres. Alors on sait aujourd'hui que c'est très compliqué d'accéder à l'alimentation, à l'eau et aux soins à Gaza. Voilà, et donc on va continuer d'en parler et sans doute qu'on continuera de nous dire qu'on en parle trop et pour quelles raisons électorales ça pourrait être, etc. Mais je pense que si ça dit une chose, c'est qu'il y a dans les médias, et il y a eu dans ce gouvernement un deux poids deux mesures absolument insupportable sur le traitement entre l'agression russe en Ukraine et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza de la part du gouvernement israélien de Netanyahou. Je pense qu'il y a un deux poids deux mesures qui continue, y compris de choquer les gens, en fait, qui se disent mais est-ce qu'il y a des vies qui comptent moins? Comment ça se fait que les puissances occidentales peuvent ne rien faire quand il y a un massacre comme ça, alors même, c'est ce qui peut différer ce qui se passe à Gaza d'autres conflits dans le monde qui sont aussi très meurtriers, alors même que les puissances occidentales ont des leviers cette fois-ci. Des leviers très directs, l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Donc il y a en fait un accord économique qui permet... C'est un accord économique, c'est un accord de libre-échange. C'est la majorité des importations et exportations. Donc, de fait, si vous appliquez ce type de sanctions, ça peut amener à réfléchir des gouvernements qui ont besoin que leur vie économique fonctionne. Et donc, je pense que ce qui choque les gens, c'est ça, c'est ce deux poids deux mesures, ce silence, cette lâcheté de nos dirigeants et le sentiment que oui, les puissances occidentales auront laissé faire en quelque sorte. Est-ce que vous dites malgré tout, même s'il y a eu évidemment une sincérité dans la démarche de la France Insoumise sur ce sujet-là, est-ce que vous dites qu'il y a peut-être eu des maladresses dans cette campagne? Je pense à Jean-Luc Mélenchon quand il dit que l'antisémitisme reste résiduel, alors qu'il y a une explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. Est-ce que vous dites, voilà, c'est peut-être une phrase dont on aurait pu se passer? Il a expliqué cette phrase. On est beaucoup revenu là-dessus. Ce qu'on tient à faire pour notre pays, c'est à mettre en lumière toutes les formes de racisme et de discrimination qui nous sont les unes et les autres parfaitement insupportables. Ça a été, honnêtement, pour vous le dire, une campagne de dénigrement de la France insoumise en nous accusant d'antisémitisme à intervalles réguliers. Oui, j'ai trouvé que c'était un moment difficile. Et nombre de mes camarades ont trouvé ça parfaitement insupportable parce que la lutte contre le racisme et donc contre l'antisémitisme, mais aussi contre l'islamophobie, c'est au cœur de nos engagements. On est humaniste, on est antiraciste. C'est vraiment quelque chose de structurant politiquement pour nous. Et comme ça s'est fait au prix, en parallèle de la réhabilitation notamment du Rassemblement national sur ces questions, qui a été complètement hors des radars, alors même que ces députés sont dans des groupes ouvertement antisémites, racistes, etc., ça a été pour nous douloureux. Alors après, douloureux politiquement. Hein, je veux dire, la marche contre l'antisémitisme. On est dans le combat, on ne laissera pas tomber les gens qui sont victimes de racisme et de discrimination, quelles qu'elles soient. Voilà. Et chacun assumera ses responsabilités aussi, je pense, à des moments structurants de notre histoire. Peut-être une dernière question. On l'a vu ensemble, le débat politique est souvent assez violent, c'est pas facile de s'y faire sa place. Est-ce qu'on peut être heureuse en politique, Clémence Guettet, ou ça vous semble être un mot totalement étranger dans ce monde de bras de fer et d'ego? Moi, je ne le fais pas pour être heureuse, en tout cas. J'ai d'autres façons d'accomplissement, du bonheur, de la joie dans ma vie. Je pense à mes amis, je pense aux militants, aux gens qui m'entourent, etc. Je ne suis pas députée pour être heureuse. Je pense qu'on peut y trouver une forme d'accomplissement, et c'est mon cas, parce que je trouve que c'est épanouissant intellectuellement la plupart du temps, même s'il y a beaucoup de moments de frustration aussi. Je me sens une grande liberté dans les sujets que je peux porter, même dans l'organisation de mes journées, pour avoir fait plein de boulot avant. Je trouve que c'est un luxe. Et puis, je me sens être à la place, à une juste place, ouais, à une juste place, utile. Et quand j'estimerai que ce sera plus utile, j'irai faire autre chose. Très bien. Merci beaucoup, Clémence Guettet, d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Merci à vous. De discuter avec nous. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et à nous indiquer peut-être d'autres personnalités politiques que vous aimeriez entendre après Clémence Guettet. À très bientôt.